Sans plus attendre, on va passer directement donc à la première session, donc la session sur l'organisation de l'après-cancer avec le professeur Ivan Krakowski. Merci beaucoup d'être là. Merci. Est-ce qu'on a le droit de retirer son masque quand on est ici? On me dit oui. Je me permets, sinon j'ai peur d'étouffer. Bien, merci beaucoup Grégory. C'est avec un grand plaisir que je suis ici pour cette première réunion de votre société savante que nous attendions à l'AFSOS depuis des années. J'espère que vous connaîtrez le même succès parce que il y a 13 ans maintenant, quand on a créé l'association francophone pour les soins oncologiques de support, les soins de support, comme les INM, c'était quelque chose d'un peu fumeux, d'un peu compliqué. On ne savait pas très bien ce que c'était. Et on avait décidé de créer cette société ouverte, mettant en lien les cancérologues de tout poil et les professionnels des soins de support. Et je pense que l'esprit que vous avez correspond à celui-ci. Et j'espère que vous aurez le même plaisir que nous à voir les choses se clarifier. D'ailleurs, j'avais une petite diapo sur le sujet en introduction, puis vous la passerez après. Et à se construire. Il va y avoir des enjeux politiques importants, on le sait, parce que on est sur des terrains qui appartiennent à plusieurs personnes. On dit toujours que quand on se spécialise, il faut qu'on fasse le deuil de ce qu'on savait. Moi, dans mon service, quand j'ai fait rentrer un psychiatre, j'ai perdu mes compétences psychologiques. Et c'est pas facile. Et je sais que voilà, il y aura des débats sur le sujet très importants. Mais sachez que sur la partie cancérologique, l'AFSOS et la SOFOM, puisque je suis aussi membre du bureau de la Société française d'oncologie médicale, sera à vos côtés. J'espère que vous aurez toujours en tête d'associer les oncologues de tout poil à la réflexion, parce qu'effectivement, le sujet est important. J'ai connu aussi la réflexion sur les INM en tant que président de la Société française de la douleur, puisque dans la douleur, placebo, pratique non conventionnelle, hypnose, est quelque chose de permanent. Et c'est vrai qu'il y a là maintenant 30-40 ans, on était bien loin de l'aboutissement de la réflexion qui est aujourd'hui là, et qui, vous le voyez, s'est construite et aboutit à cette création de société qui est encore une fois une très bonne chose. Alors je vais peut-être vous décevoir dans mon topo sur l'organisation, parce que finalement, c'est ce que je vous ai mis en PS. Les INM, ce sont une partie des soins oncologiques de support. Et je crois que, bien que voilà, depuis 2008, les choses se clarifient au niveau des soins de support, tout le monde n'est pas en cancérologie ici. Et je crois que c'est important de bien comprendre comment sont structurés les soins de support, comment ils ont évolué. Et sachez bien qu'ils ne sont pas si bien organisés que ça. Ils ne sont pas si bien organisés que ça, avec voilà, des vraies difficultés pour mettre en place les choses à droite et à gauche. Je vous ai mis ici déjà cette définition qui a été promue par l'AFSOS. Il y avait un article qui avait été fait en 2004, puis nous avons participé à l'élaboration de la création de l'INCa et du premier plan cancer. Et nous avons eu le plaisir en 2005 de voir cette définition apparaître dans la circulaire. Et vous voyez bien qu'en sous-entendu, les INM sont présents, l'ensemble des soins et soutien. Et c'est vrai que dans le soutien, on est dans des pratiques non médicamenteuses, nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie. Et vous avez vu que nous n'avons pas cité le cancer, parce que nous avions déjà conscience que la problématique des soins de support, de cette prise en charge, on va dire, globale des pathologies chroniques ne s'adressait pas uniquement aux soins de support. Et nous avons le plaisir des membres de notre conseil d'administration qui travaillent sur soins de support et maladies chroniques. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très important. C'est une société, vous parlez d'ouverture, qui est ouverte, comme vous le voyez ici, avec des collaborations avec les institutions, avec les sociétés savantes. Là aussi, il y aura un challenge énorme pour vous d'être en lien permanent avec ces sociétés savantes, de n'oublier personne et de pouvoir échanger, parce qu'il y a effectivement toujours beaucoup de richesses chez les autres et il faut savoir les utiliser. Je pense que votre modèle de société un peu plateforme d'interface est absolument à garder en tête pour ne pas travailler en silo, comme tu l'as dit, et oublier diverses choses. Au sein de l'AFSOS, nous avons rencontré au fur et à mesure différents praticiens
Voilà, Anne-Marie Foucault qui est là, qui a repris en main un peu toute la réflexion sur l'activité physique. Stéphanie, qui est oncologue, qui nous parlera de différents aspects non conventionnels et qui est la porteuse de notre réflexion sur les référentiels, puisque, comme tu l'as dit, nous sommes dans cette démarche d'écrire un peu les bases des normalisations sur les pratiques, pas uniquement évidemment dans les INM, il y a plein d'autres sujets en cancérologie, et puis suite à cette réflexion sur les pratiques, aboutir à des questions non résolues et donc de la recherche. Et ça, c'est une notion tout à fait importante avec la création d'un groupe recherche au sein de l'AFSOS. Vous avez ici les missions qui seront encore une fois à réfléchir et peut-être un modèle pour vous. Mieux prendre en charge les symptômes, c'est la première chose. Demander au patient, par le patient, et créer des référentiels sur le sujet pour que chacun, dans son service, dans sa ville, puisse développer et harmoniser les pratiques. Deuxièmement, permettre une organisation. Ça, c'est aussi essentiel et je vais en parler beaucoup dans les paroles qui suivent. Et puis, réfléchir au modèle de parcours, de soins d'abord, de santé, puis de vie, puisque c'est aujourd'hui l'évolution vers laquelle on voudrait tous aller. Et prendre en compte les INM, évidemment, c'est s'occuper du parcours de vie autant que du parcours de santé, et c'est une très bonne chose. Voilà, je vous ai mis cette diapositive du groupe recherche AFSOS Unicancer, et j'espère que sur la cancérologie, il y aura un partenariat qui se fera, puisque nous avons cette structure avec les centres de lutte contre le cancer, qui a été créée, qui profite du département recherche et développement d'Unicancer, et qui a différentes études qui ont été menées. Vous voyez qu'en jaune, voilà, les INM sont présentes. Nous avions déjà ceci en tête. Et j'espère que grâce à vous, nous allons passer à une vitesse subsonique qui sera importante. Alors, je voulais dire un mot aussi dans la réflexion sur les INM et les pratiques non conventionnelles. Voilà, d'un document que nous avons déposé lors du grand débat national. Donc, je vous rassure, tout le monde s'en est foutu, il n'y a pas de problème. Mais ça nous a permis de poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancérologie intégrative, qui est une notion nord-américaine, qui n'est pas propre à la cancérologie, mais qui nous paraissait indispensable parce que, effectivement, les pratiques non conventionnelles, dont certaines INM, mais c'est surtout les pratiques, on va dire, médicamenteuses pour nous, apparaissaient comme délétères, dangereuses pour certains malades, avec des pratiques non évaluées. Enfin, voilà, toute la journée sera basée sur ce sujet. Et je vous ai fait, voilà, vous irez voir le document sur le site de l'AFSOS si vous le souhaitez, mais voilà, les éléments, c'est l'alliance entre les traitements spécifiques du cancer et les traitements de support, dont certaines pratiques qui sont non conventionnelles. Je vous ai mis ici voilà, l'essentiel. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, et on a eu des débats avec l'Académie nationale de médecine, que nous sommes toujours un peu en désaccord sur certaines terminologies, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. La première chose, c'était d'affirmer que les soins de support, dont certaines INM, sont absolument essentiels. Non seulement elles permettent d'améliorer la qualité de vie du patient, c'était la moindre des choses que nous attendions, mais également d'augmenter la survie. C'est une participation au fait que grâce aux soins de support, grâce à certaines pratiques, eh bien, les traitements de lutte contre le cancer vont être appliqués dans des meilleures conditions, à des doses adéquates, et ainsi améliorer la survie. Et ça a été la première étude qui a été menée par Jennifer Temel dans le cancer bronchique de la petite cellule métastatique, qui a montré que l'intervention précoce sur les soins de support augmentait la survie des patients qui étaient pris en charge uniquement par une équipe d'oncologie. Ça, c'est une notion essentielle qui maintenant est établie dans de nombreuses localisations. Toutes les localisations n'ont pas été le sujet de telles études, mais on sent très bien, et c'est assez logique, que les choses se passent ainsi. Un patient douloureux, déprimé, sans travail, avec des douleurs, peut-il supporter facilement un traitement spécifique du cancer, une chirurgie lourde, une radiothérapie, dans des conditions optimales? Bien sûr que non. C'est une chose assez évidente, mais je crois qu'il était important justement d'avoir une démarche de preuve. La partie conventionnelle des soins de support repose sur des données de bon niveau de preuve. C'est ce qu'on estime devoir être appliqué. Alors il y a des médicaments, des techniques, des gestes techniques divers, dont certaines INM. Les orthèses font partie des approches non médicamenteuses. Et ça, c'est cette partie conventionnelle des soins de support. Mais à côté, nous avons établi le fait qu'il existait des pratiques
complémentaires en soins de support et qui, elles, ne reposent pas encore sur des données validées. Alors, sur ce sujet, par exemple, l'APA est un très bon exemple de dire qu'aujourd'hui, finalement, l'activité physique adaptée, qui est une INM, est passée dans les pratiques conventionnelles. Le niveau de preuve est absolument établi. On pourrait se scandaliser des investissements qui sont faits, je coupe la branche sur laquelle je suis assis, des investissements qui sont faits dans certaines drogues qui coûtent des fortunes, qui apportent une qualité de vie et une survie très médiocre par rapport à des techniques d'activité physique adaptée qui sont des mesures préventives de santé et des mesures qui ont amélioré, qui ont prouvé améliorer l'espérance de vie des malades guéris, mais également l'espérance de vie des malades métastatiques. Les patients qui ont une activité physique adaptée, pendant le traitement, peuvent avoir une survie augmentée. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Évidemment, investir dans des médicaments ou investir dans des éducateurs à passe, ça n'est pas la même organisation, ça n'est pas les mêmes enveloppes, et c'est un peu le problème. Donc en termes d'organisation, là aussi, c'est quelque chose qui est absolument important. Et dans ces pratiques complémentaires, voilà, nous avons les substances diverses, dont on vous reparlera, les remèdes naturopathiques ou homéopathiques. Je ne sais pas si on parlera de l'homéopathie. Et les pratiques non médicamenteuses, dont vous avez la liste ici non exhaustive, et que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Un mot maintenant de la problématique de l'après-cancer, puisque c'est le sujet. 4 millions de personnes vivent avec ou après un cancer. Donc c'est quand même une population tout à fait importante. Vous voyez les progrès de la cancérologie. On a une augmentation de l'incidence, 400 000 diagnostics de cancer par an. Le nombre de nouveaux cas a doublé en 30 ans. Et c'est voilà, le succès du vieillissement de notre population, si j'ose dire, les effets pervers du vieillissement de notre population, l'exposition à certains toxiques, etc., etc. On ne parlera peut-être pas aussi du tabagisme ici, qui fait des ravages, notamment chez les femmes, puisque le cancer bronchique est en train de rattraper doucement le cancer du sein, ce qui est vraiment un problème. Mais la mortalité diminue, les progrès sont là, peu à peu, 2%, 3%, eh bien, le nombre de morts par cancer diminue alors que l'incidence augmente. Mais vous voyez que le nombre de personnes qui vivent avec un cancer est absolument important. Et dans l'étude VICAN5, qui est une étude menée par l'INCa pour étudier la vie des patients 5 ans après un cancer, eh bien, on s'aperçoit que 63% souffrent de séquelles, ce qui est quand même énorme, et que 20% ne travaillent plus après le cancer. Donc c'est vrai que l'approche économique que Grégory a évoquée, probablement sera à reprendre ici autour des pratiques non médicamenteuses pour voir si ces interventions non médicamenteuses ont un rôle à jouer dans cette correction des chiffres et des séquelles. Et clairement, je pense qu'on peut dire oui dans la notion d'après-cancer. Alors qu'est-ce que l'après-cancer ? Voilà, de façon un peu immodeste, je vous ai mis un schéma qui date de 2004, mais qui nous paraît toujours performant et adapté. Vous avez 3 dates ici. Alors, je ne sais pas si on... un truc, voilà. 3 dates importantes. Le diagnostic de cancer, la fin des traitements à visée curative, on peut donner un jour, une date précise, et puis l'entrée en phase de guérison, qui va s'établir progressivement, de façon variable en fonction du cancer et du pronostic, et qui va aboutir à cette guérison. La rémission d'abord, et puis la guérison. On sait qu'il peut y avoir des rechutes tardives dans certains cancers, 20-25 ans après, alors que d'autres, au bout de 5 ans, sont considérés comme guéris. Le risque de rechute est absolument négligeable. Eh bien, finalement, cette période de surveillance, qui va durer, j'allais dire, pas toute la vie en fonction des cancers, mais très longtemps, c'est ça l'après-cancer. Et on voit bien que c'est une période bien plus importante que celle du cancer lui-même, de la période curative, et que là, il va falloir soutenir, aider nos patients pour passer ce cap de l'après-cancer. Alors on rentre maintenant dans justement l'organisation et la coordination des soins de support. Et aujourd'hui, on sait que cette coordination doit exister au sein des établissements, mais également de plus en plus en dehors des établissements, puisque nos patients vont être, nos ex-patients vont être principalement dehors. Alors vous voyez que les textes ne manquent pas. Le premier de 2005, celui qui a introduit la notion de soins de support, les plans cancer successifs, et puis des textes, certaines lois, mais beaucoup d'instructions. Alors vous savez que les instructions en France, bon,
C'est bien, c'est écrit. Les experts que nous sommes ont été reçus au ministère, on a planché, on a fait des tas de trucs. Et puis, voilà, on nous sort un petit œuf qui, finalement, ne répond pas du tout à nos espérances. Et nos collègues nous disent, mais vous êtes allé au ministère, vous avez vu ce que ça a sorti, bravo, vous ne servez à rien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et je sais que vous aurez à vous confronter à ça. Mais pour le cancer, nous serons bien sûr à vos côtés. Donc ça, c'est une notion importante de voir qu'il faut aller en termes d'organisation vers des combats au long cours et que c'est très important. Un succès, vous le voyez ici, c'est le texte de l'HAS. Parce que, comme vous le savez, depuis le premier plan cancer, les établissements maintenant, pour pratiquer la cancérologie dans les différents aspects, doivent être autorisés. Et il y a aussi une normalisation, une standardisation dont on essaye de s'approcher. Elle est quelquefois très stricte. Si on prend la radiothérapie aujourd'hui, surtout avec les événements d'Épinal, je peux vous dire que voilà, le couperet-tombe et les services qui ne seraient pas dans les clous sont interdits et doivent corriger leurs pratiques. En oncologie médicale, en douleur, les critères sont un peu plus adaptés. Et c'est vrai que pour le moment, aucun établissement n'a été retoqué dans ses autorisations parce qu'il n'avait pas structuré, organisé ses soins de support. Et c'est ce qui est en train de changer, et nous en sommes très heureux. L'HAS, qui va relancer la Xème campagne d'autorisation, a maintenant intégré des critères qui vont, je l'espère, être stricts pour pouvoir appliquer des soins de support aux établissements par convention, par organisation, et par le biais même des soins de support, laisser la porte ouverte et renforcer la place des INM dans les établissements qui seront autorisés en cancérologie. Nous n'avons plus de plan, mais nous avons une stratégie décennale 2021-2030, et dans ce domaine, les soins de support sont également cités à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous passer tous les textes, ce serait bien ennuyeux, autour de séquelles et qualité de vie. Voilà, nous sommes bien dans l'après-cancer. Les cancers de mauvais pronostic, qui sont voilà, des drames absolus qui vont conduire à nous mettre effectivement face à nos échecs, nos propres échecs, ce qui est toujours très difficile quand on est oncologue. Et puis l'autre chose, c'est l'égalité d'accès. Parce qu'évidemment, être à Paris, à Lyon, à Bordeaux, ce n'est pas pareil que d'être dans un petit village dont tout le monde se rapproche. Maintenant, grâce au Covid, il y a des effets positifs pour recevoir justement des soins de support. Et pour avoir travaillé en Nouvelle-Aquitaine, qui est une vaste région, avec une population équivalente à la Suède, eh bien, c'est pas évident, au fin fond de la Dordogne ou de la Lozère, de pouvoir offrir une activité physique adaptée et des choses qui soient parfaitement égalitaires sur le plan des pratiques. Alors, vous avez ici un peu le résumé de ce qui se passe, de l'armée mexicaine que nous avons à gérer, avec du côté gauche les soins spécifiques, on va dire, conventionnels. Ça, c'est la cancérologie de papa, oncologie chirurgicale, médicale, radiothérapique, puis les spécialistes, les pneumologues qui font du cancer. Voilà, ça, c'est les soins spécifiques. C'est ce qui vise la tumeur, plus que la personne, si j'ose dire, si on est un peu brutal. Et puis à côté, vous avez cette armée mexicaine, dans laquelle il y a les INM, qui sont toutes les approches en soins de support. Elles ne sont pas toutes là, mais elles sont absolument fondamentales, établies aujourd'hui comme indispensables, je l'ai dit en introduction. Et c'est déjà deux mondes qui doivent se rencontrer. Et vous connaissez tous un peu la problématique des sujets parfois délicats autour des soins palliatifs. Certains oncologues s'acharnant à vouloir accompagner leurs malades jusqu'au bout seuls, et d'autres étant complètement ouverts aux soins palliatifs et en s'en détachant complètement. Évidemment, là aussi, il faut une alliance entre les équipes pour que les patients, qui sont toujours très attachés à leur oncologue, puissent profiter très précocement des soutiens en soins palliatifs, en algologie, en psycho-oncologie, très tôt. Et ça, c'est un changement de pratique qui n'est pas évident. Vous savez que les médecins sont des praticiens solitaires au départ, et nous avons du mal toujours à travailler en équipe, ce qui génère quelques cicatrices. Et ça aussi, ce sera un sujet très important à aborder sur le plan philosophique et éthique de ce sujet. Et puis, nous avons aussi d'autres problématiques que vous connaissez bien aussi, qui est le terrain. Là, vous avez la tumeur, là, vous avez les symptômes, et là, vous avez le terrain. Et la plupart des cancers surviennent chez des patients qui ont plus de 68 ans. Donc nous sommes dans les personnes considérées comme plutôt âgées. Et c'est une approche aussi particulière. Il faut travailler avec les gériatres. Donc, vous voyez que l'organisation de ces soins globaux en cancérologie est un vrai challenge.
Et pour compliquer le gâteau, il faut développer ça dans les structures hospitalières. Ça a commencé comme ça, mais il faut que les structures hospitalières soient open, puisque les patients vont être en ville et qu'il va falloir soutenir les médecins généralistes, les infirmières libérales, les kinés libéraux, les psychologues, pour essayer de leur offrir justement l'expertise de l'établissement dans certains domaines. Toute l'expertise n'est pas dans les établissements, et pouvoir fonctionner. Sur ces soins de support, maintenant qu'on a donné un peu la vue globale, il y a eu un travail qui a été fait avec l'INCa sur ce qu'on appelle le panier de soins de support. Alors ça nous fait un peu marrer, le panier, on a l'impression d'être en pique-nique, mais en fait c'est un terme officiel de l'assurance maladie pour définir un ensemble de pratiques qui sont cohérentes. Et on s'est mis d'accord, et le panier a été publié au niveau de l'INCa, c'était une demande de la DGS, pour se dire quels sont les soins de support fondamentaux. Et on a retenu, bien sûr, la douleur, diététique, la psychologie, la société familiale. Ça, c'était le socle de base, le minimum de minimorum qu'on devait utiliser et dont le niveau de preuve était suffisant. J'ai oublié de dire que ce panier a été établi sur une analyse de la littérature. Il doit être accessible à tous les patients, il doit être un sujet de sensibilisation des professionnels au niveau de l'établissement, en dehors, et surtout, il ne doit pas être offert uniquement aux malades en fin de vie ou des malades qui soient dans des situations particulières. Et au total, en travaillant sur la littérature, eh bien, on a introduit d'autres soins de support tout à fait importants, dont certains, évidemment, font appel à des interventions non médicamenteuses importantes. L'activité physique, les conseils d'hygiène et de vie, le soutien, vous avez ici. La sexualité, qui était, Pierre Bondil est là, qui porte au niveau de l'AFSOS et ailleurs, dans une société savante, la réflexion sur la sexualité et la fertilité en cancer. Voilà, ayez bien tous en tête qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas parler de sexualité et de fertilité parce que nos malades mouraient très tôt. On avait une espérance de vie de 6 mois sur beaucoup de cancers. Et aujourd'hui, l'espérance de vie étant considérablement augmentée pour la plupart des tumeurs les plus fréquentes, eh bien, nous avons cette opportunité, cette nécessité, ce devoir d'accompagner nos patients pour qu'ils puissent avoir une vie, quelle que soit l'évolution du cancer, aussi digne que possible. Et puis les techniques particulières, et vous voyez que là, dans les techniques particulières d'antalgie, l'hypnoanalgésie a été mise en avant comme une pratique qui aujourd'hui a un niveau de preuve suffisant. Alors pas l'hypnose en général, parce qu'on manque de données, et je pense que grâce à vous, on va accroître nos données sur le sujet, mais en douleur, on a des niveaux de preuve tout à fait excellents, et on ne peut que regretter que nous n'ayons pas assez d'hypnothérapeutes dans les établissements ou en dehors pour pouvoir faire profiter nos malades de ces pratiques. Donc ça, c'est une chose tout à fait établie maintenant. Et donc, des INM, il y en a déjà aujourd'hui qui sont en train de se structurer par ce référentiel organisationnel. Et je terminerai sur ce sujet. Alors, c'est un travail considérable qui a été fait sur des bases déjà établies maintenant que nous avons un peu de recul. Je ne vais pas détailler l'ensemble, juste vous dire qu'il comporte beaucoup d'annexes qui sont assez révélatrices. La première, c'est une grille d'évaluation des besoins. Ça, c'est déjà la première chose à savoir pour développer les soins de support et certaines INM, c'est de savoir de quoi ont besoin les patients. Avec un niveau 1, qui va être le niveau basique rempli par le patient, et un niveau 2, une fois qu'on a étiqueté certains besoins en soins de support, on va faire appel à des professionnels spécialisés. La deuxième chose, c'est qu'il y a un guide méthodologique d'utilisation de ces grilles. Souvent, on vous balance des grilles et puis, il faut qu'on se débrouille. Là, il y a vraiment quelque chose qui est fait, qui permet de travailler sur le sujet. Un annuaire des ressources. Alors là aussi, je pense que vous aurez de quoi vous occuper. Enfin, on aura de quoi s'occuper. J'espère qu'on le fera pour la cancérologie ensemble, parce qu'on a déjà commencé. Eh bien, les ARS sont en mission d'établir dans leur région l'annuaire des soins de support. Alors, sur différents critères, RPPS, ADELI, mais il y aura le problème des INM qui ne font pas appel à des professionnels de santé. Et puis, comme en France, on aime bien aussi peut-être compliquer les choses et ne pas avoir toujours de pilote dans l'avion, eh bien, le service public d'information en santé nous a demandé au niveau de l'AFSOS de travailler sur un annuaire également des soins de support. Donc on voit là aussi qu'il va falloir que ça communique au niveau des instances ministérielles et des institutions pour qu'on ne fasse pas 2 annuaires séparés et qu'on puisse avoir quelque chose qui soit cohérent. Et évidemment, une dimension nationale serait bien meilleure qu'une dimension régionale. Une annexe sur l'évaluation des professionnels et des structures. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important.
vérification des diplômes, vérification des pratiques, vérification de l'organisation des structures, une annexe sur la formation des professionnels, comment doivent-ils être formés, une annexe sur la charte des professionnels, en termes de coûts, en termes d'organisation, en termes de temps offert aux patients. Et puis, voilà, la cerise sur le gâteau, mais ce qui va tout déterminer, c'est l'évaluation par les patients des soins de support qui leur ont été offerts et de la qualité de vie qui en a découlé. Donc ça, c'est vraiment très important. Et évidemment, cette notion d'évaluation, là, va faire rentrer certains d'entre nous dans les clous. Alors, voilà sur ce schéma l'organisation générale des soins de support valable pour les INM, hein, le repérage des besoins, auto-questionnaire qui va être rempli par le patient avec ou sans aide, transmission à l'équipe soignante et au référent médical, en général c'est l'oncologue dans la phase initiale, et puis il va y avoir justement cette réflexion autour voilà, des besoins repérés par le professionnel de santé, renforcés par le professionnel de santé, et puis l'orientation des patients qui va se faire. Et donc, dans les pratiques qui vont être menées, dans l'évaluation des besoins, certaines INM seront parmi celles qui seront jugées comme étant nécessaires. Hein, et si on prend encore une fois l'exemple de l'APA, eh bien, enfin l'exemple de la nutrition, par exemple, voilà, une consultation diététique, un éducateur APA, et puis une aide sociale si le patient n'est pas en mesure de pouvoir développer cette activité, sera tout à fait important. L'autre problème stratégique, c'est la coordination. Je vous ai montré sur le schéma un petit peu voilà, l'alliance entre les soins spécifiques et les soins de support. On est quand même dans des usines à gaz qui ne sont pas simples. Hein, nous sommes dans un monde de complexité dans tous les domaines. Et voilà, c'est les défis que nous avons. Et se coordonner, se structurer est quelque chose d'absolument essentiel. Au sein des établissements, et ce n'est pas acquis partout, loin de là, avec des difficultés financières, des petites bagarres d'école, voilà, des oncologues qui estiment qu'ils sont en train de se faire un peu grappiller. Quoique les jeunes, maintenant, ils sont tellement passionnés par les progrès de la thérapeutique que finalement, ça, c'est un sujet qui les passionne un peu moins, malheureusement. J'espère que ça reviendra comme au bon vieux temps. Et voilà cette nécessité d'organisation. Alors après, il faut structurer la réflexion au sein de la ville. Et là, on verra qu'on va retomber sur un trinôme bien connu. Et il faut que la ville et l'hôpital fonctionnent. Hein, et c'est tout le challenge, voilà, qui là aussi peut-être sera amélioré grâce au Covid. C'est les télésurveillances, les téléconsultations, les applications. Nous avons aujourd'hui une application dans le cancer bronchique qui montre que cette pratique non médicamenteuse du suivi par les applications permet d'augmenter la survie dans le cancer bronchique. Et il y a un remboursement qui a été établi pour cette application qui s'appelle MoveCare, pour ne pas la citer, et qui est tout à fait remarquable et qui va alléger le suivi des patients qui sont moins appelés à l'hôpital et qui va améliorer leur survie, ce qui est quand même tout à fait essentiel. Alors cette coordination, elle a été établie aussi dans les lois de modernisation, etc., Maille Santé 2022. Là, on a des textes de loi qui sont assez bien foutus. Il faut rappeler qu'en termes, encore une fois, de structuration, les centres de cancérologie, de coordination en cancérologie, doivent veiller aux soins de support au sein des établissements, hein, ce qu'on appelle les 3C, c'est voilà, des professionnels qui vont veiller à l'application des plans cancer ou de la stratégie décennale, et évidemment les soins de support font partie de cette affaire. Nous avons la structuration en dispositif d'annonce, qui est la prise en compte des besoins des patients lorsqu'ils se présentent la première fois pour le diagnostic, et pour établir ce qu'on appelle un PPS, le programme personnalisé de soins, qui va permettre aux patients d'avoir une visibilité sur le traitement qui va lui être appliqué. Et on a la même réflexion sur la fin des traitements, hein, le PPAC, c'est-à-dire le programme personnalisé de l'après-cancer, pour dire, voilà, vos traitements sont finis maintenant, quels sont vos besoins, vos séquelles, et puis là, c'est là que tout le travail de suivi à domicile va être important, et où justement la place des INM sera sûrement tout à fait importante. Et puis, il y a cette coordination voilà, autour des professionnels de ville qui est vraiment très compliquée, sachant que les réseaux régionaux de cancérologie là, doivent assurer voilà, l'organisation globale. Hein, le 3C, c'est dans l'hôpital. Le réseau régional, c'est dans la région. Et ça prend en compte les établissements, mais également la ville. Donc vous voyez qu'on a quand même les bases d'une structuration et d'une organisation des soins de support et donc des INM en cancérologie qui se décident.
Alors ensuite, on a toute l'organisation transversale de la qualité pour les soins de support qui a été établie, les ressources qui doivent être mobilisées. Alors vous voyez qu'il y a tout un paquet d'intervenants, les infirmières du dispositif d'annonce, les infirmières de coordination, les infirmières de pratique avancée, les infirmiers de ressources douleurs, tout ça est cité dans le document, hein. Je vous ai fait une synthèse. Les cadres de santé, les interventions de l'éducation thérapeutique et les équipes mobiles de soins palliatifs. Vous voyez que c'est ça qui va participer à l'organisation des soins de support en général. Et encore une fois, les 3C sont organisés dans cette affaire. Et puis vous avez, encore une fois, je terminerai là-dessus, donc ce rôle des acteurs de ville qui en est au balbutiement malgré tout, hein, même si beaucoup de choses se développent et qui vont prendre une part de plus en plus importante. Déjà le trinôme majeur, c'est médecin traitant, pharmacien, infirmier. Et là, il faut aider ces professionnels à augmenter leur expertise en cancérologie. Vous savez combien la médecine générale est une pratique difficile. Tous les médecins généralistes ne sont pas branchés sur la cancérologie, certains sur le diabète, l'hypertension. En tout cas, il faut pouvoir les aider, et c'est le rôle des sociétés savantes et des établissements de venir à leur secours pour leur permettre d'acquérir l'expertise. Et puis à côté, il y a cette structuration, on va dire de la médecine générale, les dispositifs d'appui à la coordination, qui vont aider les médecins généralistes justement à trouver les bons professionnels, les communautés professionnelles de territoire. Je ne connais pas le détail absolu de toutes ces structurations, mais en tout cas, ce sont des besoins qui étaient réclamés. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, et là, on voit beaucoup de maisons où le médecin, le kiné, le sophrologue et d'autres compétences sont réunis. Et ça, évidemment, ça va permettre de faciliter beaucoup la vie sur le sujet. Donc on voit qu'on va peut-être aller vers un monde idéal, enfin sortir de l'usine à gaz, voilà, pour avoir des salles de réunion où les soins de support et les oncologues se causent, voilà, des consultations où les associations de patients peuvent avoir un soutien, des lits où on peut rester quelques jours parce qu'on est en situation de crise et on a besoin justement de bénéficier du passage de l'hypnothérapeute ou du kiné qui va vous aider. L'espace de relaxation, vous avez vu, c'est là à gauche, là. On est très bien dans les séances de balnéothérapie, hein, et évidemment, tout ça doit fonctionner avec un coordinateur favorable aux INM, hein, compétent en cancérologie, voire parfait, hein, pour que ça puisse fonctionner de la meilleure façon. Je vous remercie. Voilà, c'est bon. Bref, là c'est bon. Voilà. Merci beaucoup Yvan, je vois que tu travailles dans un endroit assez sympathique, manifestement. Je ne savais pas que Bordeaux, il y avait des îles aussi paradisiaques, mais je comprends qu'il y a quelques progrès, l'attractivité bordelaise est intéressante. Grâce à l'équipe de ComSanté, on va pouvoir échanger soit en visio, en tout cas vous pourrez poser des questions directement ici, je pourrai les retranscrire. Avez-vous des questions dans la salle? Merci infiniment Yvan de cette présentation. La première est la plus difficile, donc... Ah, vous avez un micro. Et ce serait excellent si vous pouviez également vous présenter, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous suivent en direct. Alors bonjour, Isabelle Récoréard, réseau régional de cancérologie en Copac-Accord. Ma question, en fait, un petit clin d'œil. Est-ce que la dernière diapo, est-ce qu'il y a un copyright ou pour tous les acteurs qui vont partir avec leur bâton de pèlerin pour parler des soins de support, est-ce qu'on peut éventuellement récupérer la dernière diapo ? Bon, je peux vous passer aussi la diapo avec l'usine à gaz. L'usine à gaz, c'est bon. On y a travaillé depuis plusieurs années. Mais par contre, la dernière, moi, elle me plaît bien. Merci. Non, mais l'esprit de l'AFSOS, c'est appropriez-vous voilà, ce qu'on sort. Et notre meilleure récompense, c'est de voir nos diapos apparaître ailleurs. Évidemment, quand on cite la source, on aime bien. Mais voilà, c'est fait pour ça, hein, encore une fois. Merci. J'ai deux questions. Yvan, le temps qu'éventuellement d'autres.
se prépare à poser des questions. La première, on a fait 2 jours de congrès à l'INCa hier et avant-hier sur la recherche et la recherche non pharmaco, et la recherche clinique, la recherche interventionnelle. Et tu as parlé à la fois de survie et tu as parlé à la fois d'indicateurs de santé. Et l'INCa pousse également, il y avait des réflexions sur quid de l'économie et quid des marqueurs également de coûts directs ou de coûts indirects de santé, et qui pourraient éventuellement aussi amener le décideur d'avoir peut-être un rôle plus important dans l'intégration des INM. C'est ma première question, plutôt recherche. Et tu l'as abordé, je crois qu'il y a un avenir très très important de ces MSP et apparemment de ces maisons de santé pluriprofessionnelles également elles deviennent pour certaines universitaires avec cette idée de passage et de recherche en local, et donc d'une nouvelle recherche qui est aussi un peu sortie des murs d'une structure hospitalière, avec peut-être une recherche très proche de l'expérience patient. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 aspects ? Sur le premier sujet, je partage tout à fait cette interrogation et les questions qui sont abordées, qui vont être abordées au niveau de l'INCa. Je pense que voilà, les aspects économiques sont fondamentaux. On peut tout à fait, encore une fois, j'ai cité l'exemple des médicaments coûteux en cancérologie. Hein, il faut savoir que certains traitements s'approchent des 100 000 euros pour des maladies voilà, qui ne sont pas avec des pronostics excellents. Alors, il faut développer cette recherche, etc. Mais notre société ne peut plus assumer des coûts aussi importants. Je te donne des extrêmes, évidemment, mais beaucoup de traitements sont vraiment très, très coûteux. Et je citais l'exemple de l'APA. Il y a eu des expériences en Alsace voilà, pour faciliter la pratique de l'activité physique adaptée. Alors, les bénéfices, vous les connaissez tous. Ce n'est pas que le cancer, loin de là. Donc, on est clair là-dessus. C'est une démarche de santé publique tout à fait fondamentale. Et je ne sais pas s'il y a des études qui pourraient dire, voilà, s'il fallait qu'on mette X APA dans telle région, ça coûterait autant. Si on compare par rapport à d'autres pratiques, est-ce que c'est plus, moins? Quel est le bénéfice attendu en termes de quali, etc., d'amélioration de la qualité de vie? Là, je ne suis pas compétent. Il y a des médecins, le professeur Zambrowski, tout ça, qui connaît bien le sujet et qui dit toujours le cancer, finalement, pour plein de sujets, c'est pas si coûteux que ça si on organise les choses et on se donne les moyens. Donc je pense que l'analyse médico-économique, elle est fondamentale. Bon, on a connu aussi voilà, la T2A, enfin, tout ce qui a quand même fusillé les établissements avec une vue purement économique de la santé. On sait que c'est... Maintenant, on a l'exemple du fait que c'est pas le bon plan. Et la diminution du nombre de médecins pour limiter le coût de la santé, on voit les résultats que ça donne aujourd'hui, avec des situations catastrophiques et une perte d'efficacité de notre métier. Donc, sujet absolument essentiel. Et là aussi, une séance d'hypnose, ça fait diminuer le nombre de médicaments pour la douleur, ça fait diminuer le stress, ça améliore le sommeil, ça améliore ça diminue le nombre de jours d'arrêt de travail. Enfin voilà, là, je ne suis pas spécialiste, mais c'est une évidence qu'il faut prendre ça en compte. La deuxième remarque, c'était... Alors oui, moi je pense que c'est une très bonne évolution depuis... voilà, c'est vrai que nous, dans notre ancien régime, on faisait obligatoirement, pendant notre spécialité, des remplacements en médecine générale. Alors ça a disparu, et je le regrette beaucoup. Je veux dire, comme le service militaire, non, peut-être pas autant. Mais c'est un vrai problème. Et l'isolement des médecins généralistes avec la masse de données à connaître, les compétences, les contraintes administratives, pour un médecin généraliste seul, même avec une assistante efficace, c'est pas simple. Et donc la réunion de ces professionnels est tout à fait essentielle. Et dans le domaine de la réunion entre les médecins, les différents médecins de spécialité et les paramédicaux, enfin j'aime pas ce terme de paramédicaux, enfin les praticiens, les professionnels non médecins, est une occasion inespérée de développer justement d'autres approches, dont les INM. On sait, voilà, moi je trouve que voilà, l'ostéopathe et le kiné, c'est 2 armes thérapeutiques absolument fantastiques qui doivent être développées. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on aille vers ça. Et tu fais bien de mentionner de l'association et de cette combinaison. C'est-à-dire que vraiment, ostéopathie ou des méthodes de kinésithérapie ou de l'APA, on est vraiment dans la complémentarité là, et dans la synergie. On a beaucoup à travailler sur les effets synergétiques. Avez-vous une question dans la salle, monsieur? S'il vous plaît, présentez-vous, évidemment. Pour le micro, s'il vous plaît.
Le micro, ici, je vais être un petit peu directive. Et juste avant, Aude-Marie voulait faire un commentaire, très rapidement. Bon, je suis médecin universitaire. Là, je suis ici au titre de l'Association de soins aux professionnels de la santé, mais en fait, je parle en tant qu'administrateur d'une DAC. Je voudrais, vous avez en fin d'intervention parlé des problèmes de la coordination. Je trouve que c'est fondamental essayer d'ajuster l'offre à la demande. La demande des malades, cancéreux ou pas cancéreux, et des familles, avec l'offre qui est variée. Alors je dois quand même souligner actuellement l'action qui est menée en partie par les ARS, je dois dire, pour développer les DAC. Et ces dispositifs d'appui à la coordination, ils sont multiples, ils sont variés, ils peuvent être régionaux, comme en Franche-Comté, il y a une DAC Franche-Comté, mais elles peuvent être départementales ou elles peuvent être locales. Et je trouve que ces dispositifs, c'est vraiment un progrès énorme, parce que cet ajustement qui fait que le généraliste est déchargé de ses contacts, de cette interface, et ces interfaces, je trouve que c'est vraiment très, très important. C'est une affaire humaine. C'est des coordinatrices qui ne font pas de soins, mais qui essaient d'obtenir une efficacité optimum au plan des choix, des relations, etc. Vous voulez évoquer le risque de non-communication entre les infirmières de coordination et les médecins traitants, c'est ça? Voilà. Oui. Oui, enfin, je crois qu'on peut monter tous les modèles qu'on veut. Il y a une dimension humaine qui fait que certaines personnes sont enclins à travailler en équipe et d'autres pas. Moi, je prends souvent l'exemple, quand on est joueur de rugby ou qu'on fait du 100 mètres, on fait du sport, mais c'est pas la même façon de le faire. Et je crois que c'est et je ne sais pas comment on peut verrouiller le fait qu'il faut travailler ensemble, si ce n'est par des méthodologies, des obligations de réunion hebdomadaires, ce qu'on fait dans les établissements. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réunion systématique, il faut une réunion entre médecins. Là aussi, il faut travailler sur les lieux de réunion et de coordination. Il y a la décision médicale qui réunit les médecins, et puis il y a la décision de prise en charge qui réunit les médecins, les infirmières, les Mais il faut des aides-soignants. interfaces humaines aussi, des personnes qui créent le lien. Oui, bien sûr. Pas seulement des réunions, je veux dire, vous voyez... il n'y a pas de solution. Encore une fois, c'est une question... on peut mettre des garde-fous, mais les garde-fous ne sont pas absolus. Si vous avez quelqu'un qui pense qu'il détient la vérité et que c'est lui le chef de la coordination tout seul, voilà quoi. Je crois qu'on aura l'occasion de reparler également cet après-midi de cette question essentielle. Sur Internet, donc une question qui est importante. Un parcours de coordination avec des INM a été monté, 22 patients inclus, mais l'ARS a refusé de financer ce parcours. Donc il y a encore des ARS sur lesquels il y a encore beaucoup de travail, et je pense que cette question elle est essentielle. Et donc une des perspectives, en tout cas c'est un deuxième commentaire, mais qu'est-ce que tu en penses de cette perspective d'être organisée par CPTS? Est-ce que c'est une perspective pour les INM, cette réflexion autour des CPTS, ou ça reste encore quelque chose... On est au ministère de la Santé, il faut être prudent, mais... Peut-être redire ce que sont que les CPTS? Oui. Sur des comités de coordination. Oui, des comités de coordination. Oui. Moi, je crois que tout ce qui permet d'harmoniser, d'échanger nos pratiques, de donner la répartition des tâches est absolument fondamental. Dans l'organisation des soins de support, on a ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires et les staffs. Voilà, c'est l'endroit où quelqu'un va venir parler d'un malade et puis dire, voilà, il a ce problème. Et c'est toujours intéressant. Vous envoyez l'assistante sociale auprès du malade parce qu'il a des difficultés qui ont été repérées. C'est une femme seule avec un enfant, etc. Enfin, il y a des critères qui sont aujourd'hui établis. Et l'assistante sociale va s'apercevoir que le patient, on lui a mis un programme de renutrition et il a 600 € pour vivre par jour. Et il y a un reste à charge énorme. Et c'est en staff qu'on discute de ça, en coordination. Pour la douleur, c'est pareil. On va voir le malade, il est soi-disant douloureux, mais en fait, il vient de divorcer, il a ceci, cela. Donc ça, c'est vraiment des éléments absolument essentiels qui doivent se régler dans ces coordinations.
Et peut-être que jour ou l'autre, une société savante, avec les nouvelles technologies, devra faire remonter toutes les informations et de voir tous les points de difficulté et quelles interventions non médicamenteuses on pourrait modéliser pour améliorer les personnes qui sont fragiles ou avec des conséquences sociales, des inégalités sociales, etc. Merci infiniment, Yvan, pour cette première présentation organisationnelle et de réflexion sur les parcours.